Dans le jardin de nos pères, les lys blancs sont fleuris. Dans le jardin de nos pères, les lys blancs sont fleuris. C'est le plus beau du monde, après le paradis. Le jardinier fidèle, il y a longtemps est parti. Le jardinier fidèle, il y a longtemps est parti. Bien loin de notre terre, chassé par les maudits. Dans le jardin de nos pères, tout va de mal en pis. Dans le jardin de nos pères, tout va de mal en pis. Tous les vautours du monde viennent y faire leur nid. Pour le roi de France, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Pour le roi de France, qu'il fait bon service. Mon cher Adrien, nous avons vu dans l'épisode précédent que chez les anciens Grecs, deux grands courants s'affrontent. Pour les disciples d'Héraclite, tout est changement, et pour ceux de Parménide, tout est absolument un et immobile. Les physiciens, quant à eux, rapportent tout au premier constituant de la matière. Pour eux, seuls les atomes existent, et tout ce qui apparaît sous nos yeux n'est que le résultat d'un agrégat de ces atomes. En y réfléchissant bien, nous voyons que chacune de ces positions se fonde sur une observation très juste. Cependant, si leurs conclusions ne sont pas dénuées de sens, elles sont bien trop extrêmes. Avec Aristote et saint Thomas, nous allons découvrir comment il convient de procéder pour critiquer leur position et avancer dans la découverte de la vérité. Travailler ainsi, c'est faire œuvre de tradition, c'est-à-dire de transmission. Nous ne le redirons jamais assez. La tradition est d'abord un esprit, et c'est pourquoi le père Bernard fait remarquer que la tradition a un esprit unifiant et vital. C'est ce principe qui fait qu'une tradition peut inventer et s'adapter, et non pas seulement répéter. Le formalisme consiste à pratiquer une tradition sans en avoir l'esprit, sans la comprendre, en la réduisant aux règles visibles et extérieures. Il dit encore plus loin, la tradition est un fait social universel de l'humanité, inséparable de toute civilisation. La philosophie des actes humains permet d'en dégager la nature et les principes. La tradition est la communication au sein d'une communauté, d'une activité spéculative, morale ou artistique, qui a été établie par une cause fondatrice originelle. Cette communication n'est pas une simple répétition. Elle n'implique pas seulement l'ancienneté ni la continuité matérielle, mais une permanence vivante à travers une succession de personnes et qui est donc susceptible de perfectionnement comme de dégénérescence. Si tu souhaites avoir accès à cet article complet sur la tradition du père Bernard, je te mets le lien en description. Et pour le moment, continuons avec Aristote et saint Thomas. Et demandons-nous d'abord, convient-il de débattre avec tout le monde? Et d'abord, convient-il de débattre avec ceux qui nient les principes? Le propre du sage est d'ordonner. Il revient donc au sage de savoir avec qui et dans quelle mesure il convient de débattre. Et c'est pourquoi Aristote explique qu'étudier cette question de savoir si l'être est un et immobile, ce n'est plus étudier la nature, car de même que le géomètre n'a plus rien à dire à un adversaire qui lui nie ses principes, et que cette discussion appartient dès lors à une autre science que la géométrie ou à une science commune de tous les principes, de même, le philosophe qui s'occupe des principes de la nature ne doit pas accepter la discussion sur ce terrain, du moment, en effet, que l'être est un, et un au sens d'immobilité où on le prétend. Il n'y a plus, à proprement parler, de principe, puisqu'un principe est toujours le principe d'une ou de plusieurs autres choses. Nous le disions dans l'introduction. Nous cherchons à faire œuvre de philosophie et d'intelligence. Nous ne cherchons donc pas n'importe quel savoir, mais un savoir certain. L'opticien peut bien débattre avec celui qui remettrait en cause la méthode permettant de déterminer le focal d'une loupe. Cependant, il ne doit pas perdre son temps avec celui qui nierait des principes géométriques, comme le théorème de Thalès par exemple. Non, il revient au mathématicien, et non à l'opticien, de démontrer le théorème de Thalès. Cet exemple nous montre qu'on ne répond pas à ce qui est contraire aux principes de la science qui nous occupe, comme celui qui nierait le théorème de Thalès en exerçant l'art optique. Cependant, si l'objection ne porte pas sur les principes de la science,
mais sur ses conclusions, cette opinion doit être analysée et réfutée sans mépris. Sinon, on entre dans l'idéologie et la tyrannie. Ainsi, il convient aux physiciens de montrer que la Terre est ronde et de réfuter ceux qui prétendent qu'elle est plate. C'est en suivant cette règle, de bon sens, que saint Thomas montre que l'on n'a pas à s'attarder sur l'opinion propre à l'école de Parménide. La science naturelle n'a pas à s'attarder sur l'opinion qui affirme l'unité et l'immobilité de l'être, car poser un seul principe immobile revient, dans l'optique des anciens, à concevoir un seul être immobile. Or, l'opinion en question anéantit les principes de la nature. S'il n'y a effectivement qu'un seul étant, et de surcroît immobile, et que rien d'autre ne puisse en sortir, la notion même de principe est alors abolie. Tout principe est principe d'autre chose, et de lui jaillit le multiple. Car autre le principe, et autre ce qui en provient. En niant la multiplicité, on nie l'idée même de principe. Le naturaliste ne doit donc pas discuter contre cette position. De la même manière, on ne répond pas à ce qui est manifestement le produit de l'imagination et qui est absolument invérifiable. Comme à celui qui affirmerait que la lumière dans les ampoules serait le fait de minuscules lucioles qui se comporteraient comme des électrons dès qu'on les observe, par exemple. Et c'est pourquoi Aristote fait remarquer « Examiner si l'être est en ce sens, un et immobile » revient tout à fait à discuter telle autre thèse tout aussi vaine, parmi celles qui ne sont avancées que pour le besoin de la dispute, comme la fameuse thèse d'Héraclite. Autant vaudrait soutenir que l'être tout entier se concentre dans un seul individu de l'espèce humaine. S'il nous arrive de rencontrer chez certaines personnes ces extrémités, elles sont toutefois relativement rares, et encore plus rarement soutenues avec une vraie conviction. Mais il y a ici un enseignement à retirer pour nous-mêmes. Il ne faut pas juger de tout et proposer ses solutions sans discernement. Il faut, au préalable, consulter ceux qui font référence ou qui ont du moins de l'expérience. C'est pourquoi Aristote s'écrie « Celui qui s'oppose au sage est un sot ». Si l'opticien cherche à répondre à toutes les objections, il devra répondre aux plus fantaisistes, et n'aura plus même le temps de pratiquer l'optique. De même, il ne revient pas aux scientifiques, aux philosophes, de réfuter tous les produits de la folle imagination humaine, celle qu'on appelle la folle du logis. Aristote fait, en substance, remarquer ailleurs. On ne philosophe pas avec celui qui prétend que l'homme ne peut pas connaître. Ce sont les plantes qui ne connaissent rien à leur environnement. On ne fait pas de philosophie avec une plante verte. Il dit encore ailleurs, on n'argumente pas avec celui qui nie que la neige est blanche. On lui achète des lunettes. Bref, on en revient toujours au principe de réalité et à cet adage scolastique. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Mais alors, quoi, quand, comment critiquer la position des anciens ? Aristote nous dit, néanmoins, comme sans traiter précisément de la nature, ces philosophes touchent à des questions physiques, il sera peut-être utile d'en dire ici quelques mots, car ces recherches ne laissent pas que d'avoir leur côté de philosophie. Il ne convient pas de répondre à tous, et en particulier à ceux qui sont de mauvaise foi ou incapables de philosophie. Celui qui s'entête dans des prémices absurdes ne recherche pas la vérité. Sinon, au lieu d'affirmer, il demanderait « Comment cela se fait-il que… » Et celui qui est de mauvaise foi ne recherche pas non plus la vérité. Cependant, une fois seul, il est souvent bon de réfléchir à la réfutation de ces arguments. En effet, pour les réfuter, nous devrons développer l'acuité de notre regard, nous habituer à décortiquer la logique des raisonnements, et même parfois à interroger la science supérieure. Ce qu'est la géométrie pour l'opticien, la métaphysique l'est pour le physicien. Aussi, ces opinions nous aideront parfois à entrer
en métaphysique. Voyons donc, comment procéder pour nous pencher sur ces opinions, sur ces écoles, de notre côté. Toute science se fonde sur des observations et des principes, et sur un raisonnement sur ces principes. Toute réfutation, ou même tout simplement toute critique, se fondera donc sur une analyse des principes et des faits engagés, mais également sur les raisonnements en eux-mêmes. Alors commençons par voir comment saint Thomas et Aristote répondent au niveau des principes. Saint Thomas nous dit « Les sciences naturelles présupposent que les êtres naturels soient mus, tous, ou du moins certains, car pour quelques-uns, comme l'âme, le centre de la terre, le pôle du ciel ou les formes naturelles, il peut y avoir un doute. L'induction, cependant, montre clairement que les choses naturelles sont en mouvement, car leur mobilité saute aux yeux. La physique présuppose donc nécessairement le mouvement, ainsi qu'une nature dont la définition intègre le mouvement. La nature est en effet principe. Ce qu'Aristote et saint Thomas nous répètent à l'envi, c'est qu'il faut partir de ce qui est le plus connu de nous, le plus immédiat, et donc le plus certain. Or, que les choses sont en mouvement n'est pas une conclusion de la science, mais c'est un fait d'observation. Aussi, il ne convient pas de débattre avec Parménide ou Mélissos, parce qu'il nie là une évidence. Il y a ici un autre enseignement. Pour résoudre une question, il convient de regarder d'abord les cas évidents qui entrent dans le domaine de nos interrogations. Quels sont-ils? Ceux qui conviennent de manière évidente à notre cas et ceux qui ne conviennent pas de manière évidente. Et ce, avant de considérer les cas douteux. Car en effet, en se penchant sur les cas limites directement, on ne peut rien résoudre, rien comprendre. Un exemple nous le fera comprendre aisément. Il est aisé de découvrir la différence entre un minéral et un animal, ou encore entre une plante et un animal. Surtout si l'on s'intéresse d'abord aux pierres et aux réactions chimiques, puis aux arbres, pour enfin aborder les singes. Mais si l'on commence notre étude en nous intéressant aux virus et aux cas limites plantes-animaux, comme peut-être les plantes carnivores et les huîtres, alors nous ne pourrons rien établir. Et ce n'est pas parce que certains cas nous font hésiter ou sont pour le moment insolubles que la distinction fondamentale n'existe pas. Et cette réflexion s'applique à tout débat, comme à toute recherche méthodique, y compris dans nos métiers. Ainsi, pour affronter les principes, ou pseudo-évidences avancées, faut-il mettre en œuvre beaucoup d'observations et de considérations. Passons maintenant à l'analyse et à la critique des raisonnements, ce qu'on appelle en logique le syllogisme. Il est également possible d'analyser donc le raisonnement et de le mettre en cause indépendamment des faits avancés. Cela revient à se pencher sur la preuve apportée à une affirmation, cette affirmation étant présentée sous la forme d'une conclusion. C'est ce qu'on appelle un syllogisme. Tout raisonnement se ramène donc à un syllogisme de la forme suivante. Tout homme est mortel, or l'empereur est un homme, donc l'empereur est mortel. Le formalisme est donc le suivant. Il y a prémisse A, or prémisse B, donc conclusion. Ce qu'on présente en logique de la manière suivante. Sujet et prédicat. Or prédicat et prédicat 2. Donc sujet et prédicat 2. En mathématiques, on pourrait dire A égale B et B égale C. Donc A égale C. Je te propose de considérer un instant le prédicat. Il est en commun dans les deux prémisses et fait donc méthode, c'est-à-dire qu'il est le moyen d'attribuer le deuxième prédicat au premier sujet. C'est pourquoi on appelle ce terme le moyen terme. Tous les oiseaux sont ovipares. Or, les chauves-souris sont des mammifères. Donc les chauves-souris ne sont pas des oiseaux.
Henri-Dominique Gardel nous dit dans son ouvrage « Le syllogisme est une opération de médiation causale par le moyen terme ». Avec lui, le syllogisme, nous découvrons la troisième et dernière opération de l'esprit, le raisonnement. C'est elle, cette troisième opération de l'esprit, qui donne le nom à ce qu'on appelle la raison. Par le raisonnement, la raison de l'homme trouve la raison du phénomène et aboutit à une conclusion, c'est-à-dire à un jugement, qui est la deuxième opération de l'esprit. Il convient ici de faire une remarque importante. Montrer la fausseté d'un syllogisme ne démontre en rien que les prémices soient fausses, ou que même que la conclusion soit fausse en tant qu'affirmation. Démonter un syllogisme montre que la conclusion n'est pas fondée. C'est montrer l'illogisme du raisonnement, que la cause n'a pas été montrée. Démonter un syllogisme, c'est démonter la preuve, et en aucun cas la conclusion. Avec le syllogisme, on travaille sur la méthode, non sur les réalités en jeu. C'est ce que tu comprendras aisément avec cet exemple un peu idiot. Les chats sont des mammifères. Or, certains mammifères sont des carnivores, donc les chats sont des carnivores. Dans cet exemple, toutes les propositions sont tout à fait exactes, mais le raisonnement est erroné. On dira que cela n'infère pas. Cette étude de l'art du raisonnement, indépendamment de la validité de son contenu, est ce qu'on appelle la science de la logique. On l'appelle aussi l'art des arts, parce qu'elle est comme la méthode des méthodes. C'est pourquoi une personne de bonne foi peut, si elle fonde son opinion sur une observation, conserver légitimement son opinion, combien même nous aurions démonté son raisonnement. Nous avons montré à cette personne qu'elle ne connaît pas la raison scientifique du phénomène observé, mais nous n'avons rien dit de son opinion en elle-même. C'est pourquoi Aristote et saint Thomas procéderont à la destruction et du raisonnement, et des prémices, et de la conclusion, afin de montrer ce qu'il convient de garder des positions extrêmes de leurs illustres prédécesseurs. Et c'est ce que nous verrons par la suite. C'est pourquoi saint Thomas dit « Une science n'a pas à résoudre les sophismes manifestement déficients dans leur forme ou dans leur matière. » Aristote assimile ici l'argument litigieux au raisonnement improbable. Les sophismes de Parménide et de Mélissos pêchent par leur matière, car ils assument les propositions fausses. Ils pêchent aussi par leur forme, qui n'est pas si logistique. Mais ceux de Mélissos sont les plus grossiers, vains et creux, et ne suscitent aucune hésitation, ni aucun doute. Une erreur étant donnée, il n'y a pas de mystère à ce que d'autres suivent, comme on le verra. Il n'est donc pas requis du philosophe de la nature d'affronter ces arguments. Terminons ce chapitre en concluant notre épisode. Que pouvons-nous retirer d'une première analyse de ces positions d'Héraclite et de Parménide? Prenons garde de bien étudier ce que ces philosophes ont vu, en nous gardant bien de les suivre dans leurs errements. Appliquons-nous à bien raisonner, et surtout à bien observer, en gardant les faits comme règle, comme mesure, comme critère objectif de notre recherche. Avec Aristote et saint Thomas, disons, quant à nous, posons comme un principe fondamental que les choses de la nature, soit toutes, soit quelques-unes au moins, sont soumises au mouvement. Et c'est là un fait que l'induction ou l'observation nous apprend avec toute évidence. Mais cependant, ne méprisons pas ceux qui cherchent, et qui, même s'ils errent manifestement, ont probablement quelque chose à nous apprendre. Ainsi, on s'intéressera sous un certain rapport même aux propositions manifestement fausses, parce qu'en traitant notre sujet, elles peuvent nous éclairer sous un certain rapport. C'est la mentalité du philosophe qui cherche la vérité. Il est intéressant de noter la différence de mentalité entre Aristote et saint Thomas. Aristote dit « Quiconque s'oppose au sage est un sot ». Mais saint Thomas, malgré qu'il conclue de la même manière qu'Aristote en disant « Il est évident que la science n'a pas à débattre de cette opinion », qualifie cependant les opinions de ces anciens en disant « ce qui est pour le moins étonnant ». C'est tout l'adoucissement que l'on trouve dans un saint et que l'on ne trouve pas chez les anciens païens.
C'est aussi ce qui fait que saint Thomas a pu lever son regard encore plus haut. En effet, bien qu'Aristote fût un païen, saint Thomas fut bien loin de le mépriser. Avant de te laisser, j'aimerais faire un petit retour sur ce que nous disions dans l'introduction à propos de la science moderne. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé ce résumé fort intéressant qui illustre que même au sein de la science moderne, avec sa grande mathématisation, on retrouve une tendance des anciens chez Einstein et une tendance radicalement moderne chez Bohr. Ainsi, malgré tout l'appareil moderne, Einstein cherche toujours à atteindre ce que sont les choses, quand Bohr ne cherche plus qu'à prédire. Cette opposition est très bien mise en avant par Étienne Klein dans ce petit résumé d'une dizaine de minutes que je te propose en description. Pour terminer, je voudrais avec saint Thomas te faire remarquer. La physique présuppose donc nécessairement le mouvement, ainsi qu'une nature dont la définition intègre le mouvement. En effet, comment parler et définir des fraisiers, sans parler du mouvement de production des fraises? Comment parler des lapins, sans parler du mouvement de reproduction? Comment parler du papillon, sans parler du mouvement de croissance? Comment parler du guépard, sans parler du mouvement de sa course? Comment parler de l'homme, sans parler du mouvement de sa connaissance? Comment parler de la lune, sans parler du mouvement de ses cycles, etc., etc. Après avoir posé ces bornes au débat, et la méthode de notre analyse, nous verrons, dès les prochains épisodes, tout ce que nous pouvons tirer d'une critique en règle de la position de Parménide. D'ici là, je t'invite à repérer les syllogismes, c'est-à-dire les raisonnements et preuves que tu apportes dans ton travail ou dans tes discussions, et à te forcer à en mettre quelques-uns dans la forme du syllogisme. Il faudra alors se rendre compte que certains sont pleins de sous-entendus, qu'il faudra expliciter, et que ce qui nous paraissait un seul syllogisme était en fait toute une série de raisonnements. Augmenter notre précision et notre clarté dans les étapes de nos raisonnements souvent très rapides nous permet de mieux communiquer avec les autres, de voir à quel endroit du raisonnement il y a blocage chez notre interlocuteur, et donc augmente grandement et notre compréhension des choses et notre pédagogie. Un vrai régal pour tous les amateurs d'ingénierie, de pédagogie, de débat et de philosophie. Tout le contraire de cet excellent livre que je te recommande comme un anti-manuel, L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer. Amuse-toi bien.